Les gens qui votent à l'extrême droite, c'est des connards, tu vas pas réussir à m'empêcher de le dire. France Télé Flash n'est pas un programme linéaire, n'est pas une. Aujourd'hui, ça bégaye du côté de l'Arcom. Une femme enceinte de 6 mois, licenciée pour avoir dénoncé des agressions sexuelles sur un plateau de France Télévisions. Un chèque de 50 000 € avec clause de silence. Le signataire est assis. Sous serment, il va dire la fameuse phrase que tous les enfants aiment dire « c'est pas moi ». Je vous remercie, Monsieur le Président. Effectivement, si je vous pose cette question, c'est parce que j'ai pu et on m'a transmis ce protocole d'accord qui prévoit le versement par France TV Studio d'une somme de 50 000 € à Madame J en échange de son silence, sans même d'ailleurs que France Télévisions Studio reconnaisse sa faute. Ce protocole, donc c'est vous qui l'avez signé. Peut-être que vous l'avez oublié, mais je le mettrai à votre disposition, comme à celui de cette commission. Est-ce que vous étiez au courant, à l'époque, Monsieur le Président, que cette personne avait été licenciée pour avoir dénoncé des faits d'agression sexuelle, en écho d'ailleurs aux accusations de Jacques Cardoz il y a quelques jours? Je n'en ai pas de souvenir, encore une fois, cela relève d'il y a 16 ans. Ce que je peux vous dire pour répondre à la question antérieure, c'est que dans les protocoles, en cas de conflit, les conflits du travail sont fréquents, malheureusement, et ils sont assez fréquents à France Télévisions où ils l'étaient, et je pense qu'ils le sont restés. Il peut y avoir des protocoles d'accord dans lesquels les parties s'engagent à garder la confidentialité sur les éléments de leur désaccord, qui ne veut pas forcément dire acheter le silence, ou ce sont des éléments, des clauses qui sont assez courantes. Voilà ce que je peux vous dire à ce sujet-là. Je n'ai pas de souvenir plus précis. Si vous me fournissez les éléments, si vous le souhaitez absolument, au cours de cette séance, ou ultérieurement, j'y répondrai volontiers. En l'occurrence, ce serait plus facile si j'en avais connaissance, plutôt que de les découvrir un peu en feuilletonnant au fur et à mesure que vous semblez souhaiter me mettre en défaut, en quelque sorte. Voilà, par ailleurs, la commission d'enquête, c'est un cadre qui doit aussi être précis. Donc si ces documents, je ne sais pas s'ils ont été transmis à la commission d'enquête ou directement au rapporteur. Enfin, c'est important à partir du moment où peut-être qu'il y a, le cas échéant, un délit éventuel. En tout cas, les faits dont le rapporteur fait état sont assez graves. Je rappelle que les parlementaires, le cas échéant, peuvent saisir l'autorité judiciaire, l'article 40. Donc il faut aussi que ces documents puissent parvenir à la commission d'enquête pour que, le cas échéant, nous puissions saisir l'autorité judiciaire. Monsieur le rapporteur, je vous laisse la parole. Oui, mais merci, Monsieur le Président. En fait, ces questions font vraiment écho aux déclarations de Monsieur Cardoz il y a quelques jours, à des déclarations d'anciens salariés employés de France Télévisions. Et dans le cadre de ce protocole d'accord, j'ai pu voir à l'article 5, confidentialité, je le cite: le présent accord sera traité de manière confidentielle par les parties qui s'engagent à ne le révéler à aucun tiers, sauf demande faite par un organisme social ou une administration habilitée à cet effet, et sous condition, en ce cas, d'en prévenir l'autre partie dans un délai de 15 jours. De même, Madame J s'engage à garder strictement confidentielle toute information concernant la société dont elle aurait pu avoir connaissance dans le cadre ou à l'occasion de l'accomplissement de ses fonctions au sein de la société France TV Studio. Les parties s'interdisent enfin tout dénigrement réciproque. Madame J s'engage, à cet égard, à ne pas critiquer ou dénigrer publiquement son ancien employeur au regard des faits qui font l'objet des présentes. Quand on évoque la gravité des faits d'agression sexuelle, quand on entend M. Cardoz qui explique qu'il y a eu un certain nombre d'indemnités de départ et de licenciement qui ont été signées pour couvrir des faits d'agression sexuelle, mais peut-être que vous vous en souvenez pas, et auquel cas je vous croirai et je vous enverrai ces documents, mais est-ce que vous avez été témoin de ce type d'accord signé pour acheter le silence? La clause dont vous avez donné lecture est une clause parfaitement classique dans les transactions de fin de conflit du travail, de conflit individuel. C'est parfaitement classique, et ça, il y en a des centaines, des milliers tous les ans de clauses de confidentialité. Donc ça ne donne aucune indication sur la nature des désaccords et des conflits sous-jacents. Ça, c'est parfaitement clair. Ensuite, moi, je n'ai pas de souvenir de conflits liés à du harcèlement sexuel qui se soit déroulé et dénoué par un accord comportant une telle clause. Encore une fois, si vous me transmettez les éléments plus précis, j'y répondrai. Et par ailleurs, l'émission en question, Ce soir ou jamais, était produite. La production avait été récupérée effectivement par MFP, filiale de France Télévisions.
la nature des conflits de travail qui ont pu se dérouler dans le cadre de la production de l'émission Ce soir ou jamais n'ont pas, au moment où ils se sont déroulés, été portés à ma connaissance parce que c'était très très loin de ma responsabilité, à supposer que j'ai été présent en fonction au moment où les faits auxquels vous faites référence, s'ils ont existé, se sont déroulés. La députée socialiste ne prend pas de gants. Elle rappelle au rapporteur ses propres casseroles, puis elle se tourne vers l'Arcom. Sa question tient en une phrase. Y a-t-il encore un gendarme à l'Arcom ? Merci, Monsieur le Président. J'ai entendu que le rapporteur était très attaché à ce que, désormais, dans votre régulation, peut-être on puisse inclure le fait de demander aux chaînes de l'audiovisuel public de rappeler le passé, l'activité numérique des personnes qui passent sur les antennes politiques. L'engagement politique. L'engagement politique. Peut-être alors qu'il faudra, à chaque fois que le rapporteur ira présenter son travail, rappeler qu'il a été administrateur d'une page Facebook qui contenait des propos racistes. Vous étiez administrateur de cette page-là, peut-être qu'il faudra le rappeler, en disant que vous n'avez pas posté de message, mais vous étiez administrateur de cette page et que vous n'avez pas déclenché l'article 40, malgré que des propos tombaient sous le coup de la loi. Peut-être qu'il faudra rappeler à chaque fois que Mme Parmentier, elle n'est pas ici, passera sur les antennes et sur les chaînes de la télévision publique. Elle a écrit pendant 30 ans des écrits racistes, homophobes, antisémites. Peut-être qu'il faudra le rappeler à chaque fois. Peut-être qu'on pourra arriver à cette société-là où on va chercher les moindres écrits à chaque fois qu'on présente une personne. Pour certaines personnes, ça serait sans doute éclairant que de le rappeler. Après ce propos-là, je voudrais aussi revenir sur le cas de M. Béraou. Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais rencontré, mais enfin, il appelait à manifester contre une personne qui est sans doute à la tête d'un empire médiatique qui a le plus bafoué les règles que nous fixons nous-mêmes ici. Monsieur Bolloré a semblé dire que c'était des règles fixées par une caste. La caste, c'est nous. C'est les représentants du peuple qui fixons des lois qui doivent être appliquées à tous ceux qu'elles concernent. Et monsieur Bolloré viole régulièrement, à travers son empire médiatique, des lois votées par les députés de la République française au nom du peuple français. Et j'en viens à ma question qui vous concerne. Y a-t-il encore un gendarme à la tête de l'Arcom, parce que nos concitoyens s'émeuvent, et vous le savez parce que vous suivez attentivement ce qui se passe sur les réseaux, de l'absence d'une régulation spontanée. Vous croulez sous les saisines, mais où sont les auto-saisines? Parce qu'il y a de quoi faire de manière très régulière sur différentes chaînes. Alors, moins sur les chaînes de l'audiovisuel public, je dois le dire, que sur les chaînes de M. Bolloré, bien moins en quantité. Les lois de la République française sont bafouées et des propos racistes, antisémites, circulent de manière, dans l'impunité totale. Vous dites, monsieur Lasserre, qu'il faut sortir de la culture de l'immédiateté, mais en l'occurrence, pour une sanction, il faut qu'elle soit immédiate, il faut qu'elle soit ferme, et il faut que la main ne tremble pas. Y a-t-il encore un gendarme à la tête de l'Arcom? Merci beaucoup. Monsieur le Président, je vous laisse répondre. Oui, merci. Pour la partie de la question, en tout cas, qui est destinée à l'Arcom, je ne sais pas s'il y a un gendarme à la tête de l'Arcom. L'Arcom est peut-être un gendarme, mais n'est pas qu'un gendarme, et le régulateur. En tout cas, moi, je ne me considère pas comme gendarme à la tête de l'Arcom, mais nous exerçons des fonctions qui consistent éventuellement à sanctionner, à protéger la liberté de communication, à sanctionner lorsque son exercice dépasse les bornes fixées par la loi. On a sanctionné récemment encore, au mois de février, adopté des sanctions lorsque nous avons considéré que les limites fixées par la loi étaient franchies. Ensuite, la sanction ne peut pas être immédiate parce qu'elle ne peut intervenir que pour les raisons que j'évoquais au terme d'une instruction contradictoire et je pense que par ailleurs c'est souhaitable dans le cadre de la sérénité d'une décision qui ne se prend pas à chaud, ce qui peut expliquer qu'il puisse y avoir quelques mois entre le moment où un manquement est observé et le moment où la sanction intervient. Ça peut être frustrant pour ceux qui s'estiment victimes du manquement, mais je crois que c'est la condition d'une bonne administration de notre fonction de régulation et on ne tremblera pas s'il faut prendre d'autres sanctions ultérieurement. L'Arcom est censé être convoqué pour clarifier les règles. Lasserre reconnaît le problème, puis conclut. On verra dans le rapport fin mai. C'est la 7e fois en 3 heures que quelqu'un répond ultérieurement à une question posée maintenant. Décision stratégique ou flemme de répondre? Sur sa chaîne sur les réseaux sociaux, chaîne Twitch, les gens qui votent à l'extrême droite, c'est des connards, tu vas pas réussir à m'empêcher de le dire. Fin de la citation. J'ai été choqué par ces propos. S'il les avait tenus à l'égard de personnes d'extrême gauche ou de personnes du centre, j'aurais été choqué exactement de la même manière, parce que pour moi, c'est une rupture avec ce principe de neutralité, ce principe de pluralisme. Vous expliquez
dans votre propos que cette obligation de réserve est aussi une obligation hors antenne. Pourtant, le président d'Arte nous explique que comme ces propos n'ont pas été tenus à l'antenne, ils n'impliquent pas Arte, ils ne doivent pas être sanctionnés. Quel est votre avis sur ce cas aussi précis ? Les chartes de déontologie des chaînes du service public déjà interviennent sur ce sujet et on ne peut pas dire qu'on parte de rien. Il existe aujourd'hui des règles qui, en quelque sorte, encadrent la possibilité pour les collaborateurs du service public de l'audiovisuel de prendre la parole, de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et c'est un sujet sur lequel je compte revenir dans le rapport que je rendrai parce que je crois que c'est un sujet qu'il faut traiter. L'impartialité, c'est une notion qui, en quelque sorte, doit viser à nourrir la confiance du public. Et encore une fois, on peut difficilement attendre du public cette confiance si peut-être hors antenne, mais de manière publique et de manière, je dirais, dans les termes utilisés, de manière particulièrement visible, un journaliste prend parti dans le débat sur des sujets controversés. Donc je crois que oui, et l'exemple du Royaume-Uni montre que voilà, il y a peut-être des propositions à faire dans ce domaine. Je n'exclus pas, en tout cas, faire un certain nombre de propositions pour clarifier cette question de l'expression des journalistes hors antenne. Ils ont droit à la liberté d'expression, il n'y a aucun doute là-dessus, comme d'ailleurs les agents publics, mais cette obligation de réserve qui tient compte, vous le savez, de 3 critères. D'abord, le sujet sur lequel l'expression a lieu, le ton, la tonalité, le caractère outrancier ou pas du propos ou de l'écrit, et 3, la position que l'agent occupe dans la chaîne hiérarchique. Et il est clair que plus on a une position élevée, plus cette obligation de réserve trouve sa consistance. Je crois que, voilà, comme tout service public, eh bien, il faut la décliner et je n'exclus pas, oui, de faire des propositions sur ce sujet. Il est trop tôt pour vous dire de quelle manière précise nous le ferons, mais c'est un sujet que nous aborderons dans le rapport fin mai. Le 26 mars dernier, 3,4 millions de Français devant leur écran. Le 20h de France 2 diffuse une interview d'1 heure du ministre des Affaires étrangères russe, sans contradiction sérieuse. La version longue finit sur le site de France Info, sans filtre. Le député pose la question qui fâche. Le service public est-il devenu le relais passif de Moscou ? Adjari commence à voir trouble. Le 26 mars dernier, plus de 3,4 millions de nos concitoyens ont assisté sur France 2 à une séquence qui nous interpelle profondément. L'interview de Sergueï Lavrov, ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Monsieur le Président, nous ne parlons pas ici d'un acteur politique ordinaire. Vous le savez, Monsieur Lavrov est l'un des instruments centraux de la propagande d'un régime engagé dans une guerre d'agression illégale contre l'Ukraine et il fait l'objet à ce titre de sanctions restrictives de l'Union européenne depuis 2022. Ce qui est probablement et proprement inacceptable, ce n'est pas l'interview en soi, mais ses modalités. Tout d'abord, l'absence de contradiction sérieuse et de mise en perspective lors du 20h. Ensuite, la mise en ligne d'une version longue d'1 heure sur le site franceinfo.fr qui s'est transformé de fait en un déversoir de la rhétorique du Kremlin sans aucun filtre correctif. L'article 13 de la loi de 1986 est pourtant clair, vous nous l'avez rappelé tout à l'heure, les éditeurs doivent garantir l'honnêteté de l'information et l'indépendance des programmes. Comme le souligne d'ailleurs le chercheur Dimitri Minik, la lutte informationnelle est l'arme centrale de Moscou contre l'Occident. En offrant une telle tribune sans une rigueur journalistique de combat, le service public semble avoir sous-estimé sa vulnérabilité face à une manipulation hybride. Ma question est donc simple, car vous ayant officiellement saisi et suite à votre déclaration liminaire, je ne vous demanderai pas si au regard de vos pouvoirs de régulation, vous considérez que France Télévisions a manqué à ses obligations de rigueur et d'honnêteté de l'information, ni par conséquent ce que vous pensez de franceinfo.fr, mais je vous demande comment comptez-vous ou pouvez-vous agir de façon préventive pour que l'espace audiovisuel national financé par les Français, vous l'avez rappelé il y a un instant, ne devienne plus le relais passif de puissances étrangères hostiles à nos valeurs et à notre sécurité, c'est-à-dire comment pouvons-nous agir
en amont. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'indique juste que vous avez été président de TV78. C'est important parce que toutes les personnes qui ont eu des activités dans les médias doivent nous l'indiquer, je le précise, pour pas qu'il y ait voilà, de méprise. Voilà, mais je le redis pour vous au micro, comme ça on est dans les règles. Allez. Pour que tout le monde comprenne bien, TV78 est une télévision publique financée par Saint-Quentin-en-Yvelines, les départements des Yvelines. C'est pas une télévision privée et c'est en tant qu'élu, par conséquent, j'étais président de cette télévision. Voilà. Merci, cher Merci collègue. beaucoup pour cette question. Peut-être quelques éléments de réponse sans vous répondre directement. Mais en tant qu'ARCOM, nous sommes un acteur engagé de la lutte contre la désinformation et les ingérences extérieures dans toutes leurs formes, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement sur les services numériques, dans le cadre de l'accord que nous avons, de la convention que nous avons avec Viginum, qui nous a conduit d'ailleurs à exercer une vigilance collective par rapport au déroulement des élections municipales qui ont permis d'identifier tel ou tel mode opératoire qui a pu être rendu public. Nous intervenons aussi en application de la loi SREN de 2024 pour faire retirer les contenus de propagande russe présents sur différents médias en ligne. Nous le faisons de manière très active depuis 2024 et particulièrement depuis 2025. Sur la question précise de la séquence qui a suscité beaucoup de débats, effectivement, nous en sommes saisis, donc nous ne pouvons pas, je ne peux pas me prononcer aujourd'hui. Je crois qu'il faut quand même reconnaître au service public de l'information depuis 2022 un effort très important d'information et d'information du public sur ce conflit, cette guerre, cette invasion et ses conséquences pour la population ukrainienne. Voilà, ensuite, la séquence devra être instruite pour ce qu'elle est. Après, agir de manière préventive par rapport avec un média d'information, il y a une liberté d'information qui est celle de France Télévisions, de Radio France, comme des chaînes privées. Je pense qu'il est important que les autorités en charge de la défense, des affaires étrangères, de l'observation de ces manœuvres de désinformation échangent, communiquent avec les médias, mais ce n'est pas, je crois, aux régulateurs de jouer ce rôle, je dirais, en amont de prévention. Nous sommes plutôt là pour intervenir en aval, ce qui n'empêche pas, et je crois qu'ils le font, des organismes comme Viginum, des acteurs des affaires étrangères ou de la défense, d'échanger régulièrement avec les rédactions pour qu'ils partagent leurs informations, leur compréhension de la situation. Et ça, je pense que ça participe de l'édification réciproque et c'est bienvenu. France TV Slash, c'est 20 millions d'euros par an pour une plateforme destinée aux 15 à 35 ans. Champignons hallucinogènes, promotion de pornographie, cagnotte militante, le tout financé par le contribuable. L'ARCOM dit « pas notre périmètre ». La ministre de la Culture écrit noir sur blanc le contraire à un député. Le rapporteur pose le document sur la table. Respect des principes de la loi 86 sur les contenus diffusés à l'antenne. Juste pour être clair, France TV Slash, pardon, vous contrôlez ou pas la plateforme ? France Télé Flash n'est pas un programme linéaire, n'est pas une plateforme que nous contrôlons aujourd'hui. Ensuite, il y a la question qui peut se poser, qui est de savoir à quel moment nous basculons dans le champ, et pardon d'être sur des concepts juridiques, mais à quel moment nous basculons plutôt sur le champ du règlement sur les services numériques, qui est le règlement par lequel on s'assure que les plateformes, les intermédiaires, les fournisseurs de services en ligne s'assurent que des contenus éventuellement illégaux sont retirés lorsqu'ils leur sont signalés et qu'ils sont illicites. Et là, c'est le champ de la régulation du numérique qui n'est pas le champ d'une responsabilité éditoriale de l'hébergeur, ou si nous sommes dans le cadre d'une mission de régulation de nature plus éditoriale. À ce jour, les services en ligne tels que Slash ne sont pas dans notre régulation directe. Et quand vous voyez autant de contenus problématiques qui peuvent indiquer des entorses à des principes évidents que doivent pourtant respecter ces chaînes de l'audiovisuel public, on a évoqué le cas de France TV Slash. Est-ce que ça ne vous appelle pas à modifier aussi votre périmètre de contrôle ? Est-ce que demain, France TV Slash, je crois que c'est à peu près 20 millions d'euros par an pour alimenter ces contenus, dont près d'une centaine sur les dernières années ont été considérés comme problématiques.
on a reçu à votre place il y a quelques jours et quelques semaines les dirigeants de France TV Slash qui, notamment sur la période autour de 2020, expliquaient qu'ils n'assumaient pas tous les contenus, même si Delphine Ernotte nous a expliqué lors de son audition, nous assumons tout ce que nous diffusons sur nos antennes. Est-ce que c'est pas votre rôle demain aussi de veiller à ce que les contenus diffusés sur les plateformes numériques de France Télévisions respectent les principes que vous évertuez à faire appliquer, notamment sur la télévision? Est-ce que vous pouvez vraiment nous préciser ça? Parce que j'ai sous les yeux une réponse de Mme Dati, ministre de la Culture, à une question de M. Maisonnet, député du Gard, qui l'interrogeait sur France TV Slash. Et dans la réponse de la ministre, une question écrite à un parlementaire, on a le sentiment, dans sa réponse que j'ai sous les yeux, que l'ARCOM contrôle France TV Slash. Donc je voudrais être sûr d'avoir la bonne réponse. La réponse de la ministre dit dans sa délibération du 18 avril 2018, l'ARCOM prévoit que les services de communication audiovisuelle, y compris France TV Slash, doivent veiller. Et ensuite, elle reprend les règles que le rapporteur vient de rappeler. Donc, je vais être sûr, parce que dans les propositions du rapporteur et dans celles qui pourront être de la commission d'enquête, on a besoin de faire des bonnes propositions. Et on a besoin de savoir, effectivement, si vous contrôlez ou pas France TV Slash. Un homme appelle publiquement à une mobilisation contre un patron de médias. 1 an plus tard, il est nommé dans une instance qui régule ce même média. Sanction ? Un rappel à la discrétion. L'ARCOM demande l'obligation de réserve aux journalistes du service public, mais pas à ses propres membres. Faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Merci, Monsieur le Président. Pardon si j'ai pas bien compris votre réponse. Vous expliquez que cette prise de position publique 1 an avant sa nomination, d'appeler à une mobilisation antifasciste contre l'Empire Bolloré, alors que cette personne allait être nommée 1 an après à l'ARCOM, même dans une instance régionale qui porte pourtant des compétences délibératives, ne se heurtait pas au règlement de l'ARCOM. Donc j'ai pas très bien compris cette réponse-là. Et à nouveau, permettez-moi d'être insistant, au-delà peut-être d'un rappel à ces obligations, est-ce qu'il y a des sanctions concrètes que vous avez prises vis-à-vis de cette personne qui est à l'ARCOM? Nous avons interrogé la déontologue de l'ARCOM. Il n'est pas apparu qu'il soit nécessaire de procéder à des sanctions s'agissant d'une publication antérieure à sa prise de fonction, et compte tenu de la nature de ses fonctions et du fait que, évidemment, il ne pouvait pas être fait état des fonctions qu'il n'avait pas encore au moment où ce message a été posté. Et vous, à titre personnel, ça ne vous pose pas de problème qu'un membre de l'ARCOM s'exprime publiquement sur ses réseaux sociaux, même 1 an avant sa nomination à l'ARCOM, contre un dirigeant d'une chaîne dont l'ARCOM est censé contrôler le respect d'un certain nombre de principes importants? Vous n'avez pas l'impression qu'il y a, d'une certaine façon, la capacité d'être, en tout cas le positionnement d'être jugé parti pour cette personne-là? Je rappelle une nouvelle fois qu'il n'est pas membre de l'ARCOM, parce que les membres de l'ARCOM sont les membres du collège de l'ARCOM, mais qu'il est membre d'un comité technique régional. Qu'ensuite, oui, bien sûr, de l'ARCOM, mais il n'est pas un membre du collège de l'ARCOM. Deuxièmement, il y a effectivement un équilibre à trouver entre la liberté d'expression dont chacun dispose et qui est le principe premier, et puis les obligations déontologiques qui peuvent être liées à l'appartenance à telle ou telle institution. En l'occurrence, vu le niveau de responsabilité de l'intéressé au sein d'un comité technique régional, le fait d'aller convoquer des propos tenus avant n'a pas semblé justifier des mesures disciplinaires autres qu'un rappel à l'obligation de discrétion. Soir d'élection. Des millions de téléspectateurs. Une journaliste du service public surnomme un candidat Benito. Le rapporteur demande si une réaction a été faite. Mais la réponse semble venir vraiment, mais vraiment doucement. Presque aussi long que ce silence gênant. C'est une séquence qui a choqué beaucoup de monde, puisque c'était le 15 mars dernier, en pleine soirée électorale, lors du premier tour, sur une chaîne de l'audiovisuel public. C'était sur France Info TV, probablement l'une des soirées de l'année qui a rassemblé le plus d'auditeurs possible, où on a une journaliste du service public, Nathalie Saint-Cric, qui a surnommé Éric Ciotti, micro ouvert. Alors elle pensait probablement que son micro était fermé, mais en tout cas on l'a entendu. Elle a surnommé Éric Ciotti Benito, en référence au dictateur fasciste italien. Vous en conviendrez, ça a pu susciter l'indignation. Ça aurait pu d'ailleurs appeler Éric Ciotti à porter plainte pour diffamation. Elle a ensuite présenté ses excuses, qualifiant ses propos de déplacés, tout en évoquant dans la presse, je cite, une connerie, fin de la citation, en affirmant qu'il s'agissait d'un surnom utilisé à l'Assemblée nationale, ce qui, je pense, on peut tous vous l'assurer, absolument faux. Et je suis
pas sûr que ce soit le bon axe de défense quand on commet une telle rupture avec ce principe de neutralité si important et auquel vous êtes attaché. Est-ce que vous êtes intervenu? Est-ce que vous avez émis une mise en garde contre France Info TV suite à cet incident qui a donné lieu juste après des explications? Est-ce que vous avez été saisi par des députés du groupe UDR, d'autres groupes politiques? Nous avons été saisis. Donc nous avons été saisis et le dossier est à l'instruction, donc je ne peux pas faire de commentaires. Pardon, excusez-moi, Monsieur le Président, j'ai pas bien compris. Est-ce que vous avez envoyé une mise en garde à France Télévisions sur ce sujet-là, ou est-ce que vous n'en avez pas envoyé? Nous sommes saisis, donc il faut que le dossier soit instruit pour savoir quelles suites vont lui être données d'une façon ou d'une autre. Et la décision n'est dans ces cas-là jamais immédiate, puisqu'il faut que le dossier soit instruit par les services de l'Arcom, comme je l'évoquais tout à l'heure, puis présenté au collège pour la suite à donner. Donc c'est pas, je ne peux pas me prononcer aujourd'hui dès lors que l'instruction par les services n'a pas encore eu lieu, vu le caractère très récent de la séquence à laquelle vous faites référence. Le rapporteur demande des documents depuis décembre. L'Arcom dit ne pas avoir reçu la demande. Le secrétariat de la commission confirme en direct l'envoi. Adjari promet de vérifier, puis de répondre dans les meilleurs délais. La commission se termine dans 2 semaines. Les meilleurs délais, c'est maintenant. Pour ce qui ne concerne aucune opacité, à ma connaissance, nous avons reçu vendredi soir, même pas ce week-end, je sais, mais une demande, une liste de pièces à communiquer avec un message nous indiquant que cette liste aurait dû nous être communiquée avant et que, en tout cas, elle ne l'avait manifestement pas été. En tout cas, nous, on l'a vu. Je vais vérifier ce qui nous a été communiqué en novembre. Non. Début décembre. Début décembre, Début décembre. On m'indique début décembre. Bon. Écoutez, en tout cas, si vous nous transmettez des... Moi, ma compréhension, c'est qu'on a répondu à toutes les questions qui nous avaient été envoyées dans le questionnaire, 35 ou 40 questions, à la fin du mois de novembre, mais que la liste de toutes les pièces, y compris toutes les saisines depuis 5 ans qui nous a été adressée, cette liste-là, à ma connaissance, nous l'avons eue hier ou avant-hier. Merci Monsieur le Président, on a confirmation de la part des administrateurs qui se font le relais des demandes du rapporteur. Début décembre, une demande vous a été envoyée sur les documents que je vous ai cités, la liste des signalements transmis auprès de l'Arcom sur les 5 dernières années, les procès-verbaux aussi liés aux nominations de Delphine Ernotte en 2015, 2020 et 2025. Ces documents visiblement nous ont pas été envoyés. Peut-être que, enfin voilà, à nouveau, j'ai mis un peu plus de 3 mois dans le cadre de cette commission d'enquête pour recevoir les documents essentiels que je demandais à France Télévisions. Il ne reste plus que quelques jours pour pouvoir les étudier et alimenter certaines recommandations dans le cadre du rapport que l'on remettra dans quelques jours. Donc ma question était pourquoi ne pas les avoir envoyés, et si c'est simplement un malentendu, est-ce que vous pouvez nous les envoyer dans les plus brefs délais, parce que la commission d'enquête se termine désormais dans 2 semaines. Écoutez, comme toujours, nous ferons de notre mieux pour apporter le maximum d'éléments de réponse dans les délais les plus brefs. Voilà. Encore une fois, ils ont juré de dire la vérité, mais au final, laquelle ?